Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo bilan lecture du mois de juin. Encore une fois, peut-être des déceptions, des coups de cœur. C'est parti? C'est parti! Je commence avec ma suite de séries qui est là tous les mois, depuis janvier limite. 4 tomes en plus de Bakuman que j'ai lu, donc du tome 12 au tome 15. Et bah franchement, c'est vraiment de mieux en mieux. Là, notre duo de mangaka a affaire à un nouveau rival qui a une méthode qui lui est propre, qui est assez... borderline, on va dire. Et bah franchement, j'ai quand même hâte d'arriver au bout. Il ne me reste plus que 5 tomes pour avoir enfin le dénouement. Est-ce qu'ils vont toucher au but ou pas? Et bah franchement, autant les 10 premiers tomes, vu que c'est très long à lire, bah je les sentais un peu passer. Autant là, je les mange comme des petits pains, donc c'est que vraiment j'ai fini par vraiment kiffer. Et en fait, c'est vraiment parce que à force de faire plusieurs essais de manga, on sent que nos auteurs ils ont vraiment progressé et ça donne encore plus envie de savoir la suite. Donc voilà, Bakuman c'est un classique et c'est pas pour rien, c'est très bon. On continue avec ma découverte du one shot, le voyage d'Ourselune dans cette petite collection Renard Doré. Honnêtement, c'est très sympathique. On y suit Ourselune qui passe ses journées tout seul jusqu'au jour où une petite corneille va le rejoindre. Lui, notre petit ours, il se sent vraiment trop seul et il cherche ses semblables. Est-ce qu'il y aurait d'autres ours dans la région? Et notre petite corneille, elle sait plus trop d'où elle vient. En tout cas, elle essaye de retrouver le chemin de sa maison. Et du coup, ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. C'est très mignon, c'est très enfantin. Mais si je dois être vraiment honnête, j'ai trouvé ça légèrement ennuyeux. Voilà, on les voit traverser différents paysages, hein, c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de rebondissements, honnêtement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une bonne lecture pour des jeunes enfants. Ensuite, j'ai lu Les Amants Sacrifiés en 2 tomes de Masasumi Kakizaki. Si j'arrive à le dire, c'est jamais évident. Hein. C'était plutôt sympathique. On est sur une histoire en temps de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, où on a un japonais qui part en voyage d'affaires, selon ses dires, avec son neveu. Et puis, il commence déjà à y avoir certaines tensions dans le monde. Et puis, ces 2 hommes, ils rentrent et sa femme, elle sent bien qu'il y a un truc qui a changé, il s'est passé quelque chose, ils sont vraiment plus du tout comme avant. Et elle sent que son mari lui cache un certain secret. Tout ça sous fond un peu de guerre, de trahison, de mensonges, mais est-ce que finalement ce serait pas pour leur bien et le bien de leur pays? Je vous laisserai découvrir tout ça. Le dessin est magnifique, ça, il y a clairement rien à redire. Voilà, je sais pas si c'est parce que c'est qu'en 2 tomes ou j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps, mais j'ai trouvé ça un peu rushé sur la fin. Et puis honnêtement, j'ai trouvé notre épouse assez naïve, malheureusement. Donc ça a pas totalement fonctionné sur moi, mais je pense que c'est pour découvrir l'auteur, c'est quand même pas trop mal, même si il me semble que ses autres œuvres sont un peu plus intéressantes. Moi, j'aimerais beaucoup me faire Rainbow. Et puis Hideout, je sais pas trop si je vais passer le pas parce que c'est quand même un peu de l'horreur. Je sais pas si je suis prête, mais j'aimerais bien essayer. Je continue ma découverte de Tetsuya Tsutsui avec les 3 tomes de Prophétie que j'ai vraiment bien aimé. On va les remettre dans l'ordre quand même parce que sinon vous allez croire que j'ai la tête à l'envers. Alors on va y suivre cet homme masqué, hein, parce que son masque c'est quand même du papier journal, il n'y a pas trop de budget, qui en fait va sur internet publier tous les jours une vidéo pour annoncer les prévisions du lendemain. Et ces prévisions, c'est jamais des trucs hyper gauleries, tu vois, c'est demain je vais incendier tel bâtiment, demain je vais tenter de tuer Jean-Michel, mais en fait il a certaines raisons, plus ou moins bonnes, vous ferez votre propre avis. Et du coup, il y a une enquêtrice de la cybercriminalité qui va essayer de trouver qui se cache derrière ce masque, pour quelles raisons il agit. Est-ce qu'il agit tout seul? Et franchement, j'étais bien prise dans l'enquête, j'avais grave envie de savoir. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, nous, le lecteur, vous allez très rapidement savoir qui est le coupable, pourquoi. Et c'est d'autant plus intéressant que tout ce qui tourne autour de la cybercriminalité, en tout cas le monde d'internet et ses travers, on n'en parle pas souvent, en tout cas en manga. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les recommander, parce que j'aimerais bien en découvrir d'autres. Le seul petit point négatif, c'est que je trouve que la fin, c'est un peu... c'est légèrement tiré par les cheveux, un peu abusé, mais franchement...
Je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à en retirer. Donc, hormis ça, c'était une super lecture. Je compte bien le garder et j'ai encore envie d'acheter du Tetsuya Tsutsui. Hein. Donc, c'est pas la dernière fois que vous allez le voir. Ce mois-ci, je n'ai lu qu'un manga, mais j'ai lu l'intégrale de Blue Flag de Kaito, aux éditions Kurokawa. C'était mon cadeau de Noël de la part de Vanessa, cette intégrale. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. C'était trop bien. Par contre, encore une fois, ça se lit trop vite. En 2 jours, j'avais fini. J'ai adoré parce que, alors, la cible éditoriale, c'est shonen, mais on a vraiment tous les codes des shoujo. La romance, les quiproquos, les petits persos mignons, les personnages dessinés en mode chibi, parfois c'était trop bien. J'ai trouvé que c'était vraiment, au niveau du découpage, fait comme un animé. On a vraiment, y a un quiproquo qui tourne tout au long de l'histoire. Honnêtement, tout ce que vous pensez qui va arriver, ça arrive. Mais on lit pas Blue Flag pour avoir un truc où on va se dire « Mon Dieu, mais pourquoi il a fait ça? Mais je m'attendais pas du tout !» Non, on veut ce qui se passe, il se passe ce qu'on veut. Vous avez ce personnage-ci qui est notre personnage principal qui s'appelle Taichi, qui est depuis toujours dans la classe de Thomas, son meilleur ami, et va arriver dans leur école. Cette jeune fille, Futaba, elle est amoureuse de Thomas. Lui, il sait pas trop, on sait pas trop. Il y a une petite ambiguïté, voilà. Lui, on a l'impression qu'il en a rien à foutre de tout le monde, il est juste gentil. Et en fait, ça se tourne autour. Très sympa, ça se lit super vite. Et j'ai trouvé ça très beau. Au niveau des dessins, j'ai trouvé ça super sympa. J'aime bien les visages. Mais voilà, hein, si je peux donner aussi un petit point négatif, ils ont des prénoms qui sont compliqués. Et en plus, parfois, ils s'appellent par leur nom de famille. Ah ouais, ça c'est dur à suivre après. Ça c'est dur, parce que franchement quand c'est écrit que telle personne elle s'appelle comme ça, ok, mais par contre quand c'est telle personne qui l'appelle par son prénom mais que d'autres personnes l'appellent par son nom de famille et que quand ils sont ensemble ils parlent de la même personne en utilisant 2 noms différents, mais sinon c'était trop bien, moi j'ai adoré, comme je vous ai dit, hein. Vous voulez qu'il se passe ce qui se passe. Il n'y aura pas de suspense. Je le relirai, je pense, l'année prochaine, parce que c'était trop bien. Bah, j'ai hâte de le découvrir. Je les prends tous d'un coup. Pas longtemps parce que c'est long. J'ai mis l'accent sur la découverte d'un auteur, Keigo Shinzo, à travers plusieurs œuvres. N'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo, puisque je vous parle en détail de mon avis sur chacun de ces mangas. Honnêtement, je vous conseille particulièrement Mauvaise Herbe et Hirayasumi, le fameux. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment des très bons titres, des très bonnes séries de mangas. Je pense que j'ai vraiment un petit coup de cœur pour Mauvaise Herbe, mais en même temps, Hirayasumi vient entre guillemets de commencer. Mais je vous invite fortement à aller voir la dernière vidéo pour en savoir plus, parce que vraiment, ça vaut grandement le détour. Bon, on passe au BD. C'est parti! Alors, sachez que moi, j'ai aucune déception ce mois-ci, mais la BD que j'ai, entre guillemets, moins aimée, c'est Les adultes n'existent pas, que j'ai trouvé quand même particulièrement drôle. Que ce soit en termes de dessin ou les petites histoires c'est en 1 page à chaque fois, en 4 cases. Strip BD, ouais. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Pour rappel, puisque Morgane en avait déjà parlé, on est sur une jeune femme qui, en gros, a des situations d'adultes, mais elle les aborde et elle y répond comme si c'était toujours une gosse, avec l'innocence d'un enfant et la franchise d'un enfant. Donc c'était vraiment super drôle si vous voulez passer un bon moment et rajeunir de quelques années. Franchement, c'est une très bonne lecture à faire et sans prise de tête, ouais, histoire de passer un bon moment. Pour le coup, moi, c'est une petite déception, on va dire. Midwest de Scott Lee Young et Joyce Corona. C'est une série normalement en 3 volumes. Je ne lirai que le premier, je ne vais pas lire les 2 autres. Je l'ai prise sur les conseils de la conseillère de la médiathèque de notre village. C'est un comics. J'ai pas franchement aimé. On est sur l'histoire d'un ado, Abel, qui vit avec son père, mais son père est très abusif avec lui, et il y a toute une histoire avec les orages, avec des pouvoirs. Je suis vraiment pas rentrée dedans. Il y a un truc avec son cœur, ça allait trop loin dans le truc des super-héros, je veux sauver le monde, mais je deviens un peu un genre de kaiju, un démon énorme, orage, sauf que mon père aussi, de l'autre côté, quand il s'énerve, il devient aussi un démon et machin.
Et ouais, j'ai pas trop aimé. Je pense que tout simplement, je suis pas très comics. Parce que même niveau dessin, ça t'a pas trop Ouais, enchanté. ça m'a pas trop enchanté. J'ai trouvé que tout était trop anguleux. Les couleurs, elles sont très belles et tout, mais je pense qu'au niveau du style de dessin, ouais, c'est pas du tout mon genre de choses. Et dommage, hein, parce que je m'étais dit, bon, bah, on va tester un comics pour ados plutôt que de lire un Batman ou quoi. Mais non, ça a pas été trop mon truc. Et je dirais pas les autres. Hein. Au moins, c'était gratuit. Ouais, c'est ça. Au moins, c'était gratuit. Et je préfère faire des découvertes comme ça et me dire, bon, je vais pas finir quand c'est à la médiathèque. Pour ma part, j'ai retrouvé ma petite Lila dans son tome 2. T'es belle et tu sens bon. Voilà. C'est le thème de ce tome 2, puisque notre jeune fille va commencer à être complexée, puisque ses copines à l'école parle de maquillage, d'épilation, etc. Et puis, son père va bientôt se marier avec sa belle-mère. Et elle, Lila, elle pensait que son père, il était toujours amoureux de sa maman. Donc vraiment, ça la dérange. Et voilà, on y suit ses petites aventures à travers son journal intime. Donc on a à la fois ces discussions complètement déjantées avec ses copines. Et de l'autre côté, ses pensées un peu plus profondes dans son journal. J'adore, franchement, je me tape des barres. Hein. C'est grave de se marrer autant alors que j'ai 28 ans. Mais non, franchement, je pense que je le conseille encore pour toutes les jeunes filles. Donc franchement, c'est trop bien. J'ai trop hâte de lire les autres. Franchement, je vais essayer de m'en faire un par mois parce que c'est toujours un bon petit moment de rigolade à passer. Ensuite... Ça, pour le coup, c'est pas du tout une déception. J'ai lu Switch, journal d'une apprentie sorcière de Eva Roussel aux éditions dans la collection Matin. Mais quelle maison d'édition c'est ? C'est Dargo qui fait cette super cette super collection là, la collection Matin. Il y en a plein d'autres que j'ai hâte de découvrir parce que ça, c'était une super lecture, hyper dense mais hyper instructive. En fait, on va y suivre le parcours de Eva, qui est donc notre narratrice et l'autrice du livre, qui va nous expliquer son cheminement pour devenir une sorcière. Donc voilà, une sorcière moderne, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Mais dans ce livre, on va y aborder tous les moments importants du calendrier d'une sorcière. Elle va nous expliquer comment elle s'est documentée, qui l'a initiée, quel livre elle a lu et qui l'a un peu poussée à se dire bon, je vais peut-être m'y intéresser. Les enjeux politiques aussi que ça peut avoir, les enjeux écologiques également, et par exemple son familier c'est une araignée, et cette petite araignée elle va nous expliquer tout au long du livre en quoi sa présence elle est importante, et par exemple s'il y a des petits disclaimers à faire sur par exemple acheter des pierres, acheter de la sauge, voilà des choses un peu qui sont limite politiques, écologiques. C'est cette petite araignée qui va nous faire une petite page en nous expliquant un peu ce que ça fait à l'environnement et tout ça. Et c'est évidemment un livre super féministe. Et c'était trop chouette, c'est hyper doux, les dessins ils sont magnifiques. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment super, et sachant que c'est vraiment le cheminement de pensée de Eva Roussel, c'est trop bien d'avoir un témoignage aussi complet que ça, et que ce soit pas une initiation forcée, que ce soit pas décrédibilisé non plus, et que ce soit pas trop folklorique. C'est vraiment du terre à terre, et elle explique bien elle-même que sa pratique de la sorcellerie a changé du premier jour où elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, et c'est trop intéressant. Je vous invite à lire Luna, je t'invite à le lire, il est génial. J'ai que ça à dire, et j'ai hâte de découvrir les autres livres de cette collection qui ont l'air vraiment super, notamment Mythe and Meuf. J'ai trop envie de le lire celui-là. Petite lecture commune que nous avons faite avec Les Vies de Charlie, de Kid Toussaint au scénario et de Guarino au dessin. Commencez par dire que le dessin est magnifique. Ouais, ça y a rien à dire. Ça c'est clair et net. On y suit donc Charlie, qui est employé dans une société assez particulière, en tout cas c'est dans une époque qui n'est pas encore la nôtre, puisque par exemple ils ont des temps de pause exprès pour rire, des temps l'après-midi pour pleurer, parce que finalement ça fait quand même du bien de pleurer
entre autres, tout est chronométré, etc. Et lui, son travail, c'est de répondre au téléphone aux personnes qui l'appellent et souhaitent recycler leurs défunts. Voilà, qui souhaitent recycler leurs défunts. Oui, oui. Donc en objets en tout genre, en arbre, en ce que vous voulez, en kit de pêche, voilà. Et puis jusqu'au jour où un jeune garçon va le contacter et lui demander c'est bien beau de recycler ma maman, mais où est-ce qu'elle est son âme? Et puis là, ça va un peu résonner dans la tête de Charlie, il va se dire mais c'est vrai ça, vous les âmes. Et là, il commence un peu une petite enquête, il va changer de service, il va se renseigner, et essayer d'en savoir plus. Selon moi, ça va un peu partir légèrement trop loin, mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être parce que je m'y attendais pas, mais parce que vous avez tout ce truc de le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre, et puis au milieu, on sait pas trop, et puis peut-être la réincarnation, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, c'était quand même une sacrée belle lecture. Déjà, graphiquement, j'adore. Puis tu ressens le côté de Kit Toussaint où il a ce petit côté fantastique. Ouais, où il a commencé à écrire une histoire et il a divagué. Il est parti sur autre chose, dans son délire, au fil de ce qu'il écrivait, je pense. Donc, franchement, je la recommande. Moi, c'était la cover qui m'avait tapé dans l'œil. Et c'était quand même intéressant d'avoir une histoire sur ça, sur un peu où est-ce qu'elles vont, toutes les âmes. Ouais. Un peu déçue de la fin. Je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça un peu gros, surtout quand vous, sans spoil, mais surtout quand vous croyez en potentiellement la réincarnation. J'ai trouvé ça un peu gros. Ouais, un peu tiré par les cheveux. Un peu tiré par les cheveux, parce que si c'est le cas, tout ça, y a tellement de milliards et des milliards de chances pour que ça n'arrive pas, que c'est pas possible que ça arrive. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai trouvé ça un peu... un peu tiré par les cheveux, mais en soi, l'histoire était très bien sur les 3/4, et la fin, on se dit, on aurait voulu autre chose pour la fin, mais c'est une fin, et... Mais moi, j'ai bien aimé surtout, cette société où vraiment on nous impose des temps pour rire, on décide un peu pour nous, parce que, soi-disant, c'est pour notre bien, mais ça va, on est au travail, si j'ai pas envie d'avoir les 15 minutes pour pleurer. Je crois qu'il y a un moment où ils ont aussi 15 minutes où ils doivent tout simplement marcher, parce que quand on a des emplois... de bureau, on marche pas assez, et ils sont là, ils tournent comme des moutons, tu vois. Enfin, c'était particulier, mais c'était très intéressant. Donc, je vous la recommande quand même. Là, pour le coup, c'est mon coup de cœur du mois, vraiment. Appelez-moi Nathan, par Catherine Castro et Quentin Zuiton, aux éditions Paillaud-Graphique. Je suis dégoûtée de l'avoir trouvé en médiathèque et de pas l'avoir acheté, mais je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Je le veux dans la bibliothèque. Je veux que tout le monde puisse le lire. Je veux que tu le lises et je veux pouvoir le relire. D'accord. On est sur l'histoire donc de Lila, qui a une enfance qui, somme toute, paraît parfaite, jusqu'au jour où son corps et son esprit ne peuvent plus cohabiter. Ils ont cohabité pendant trop longtemps sans pouvoir se saquer, littéralement. Et Lila va découvrir sa sexualité et va sortir avec une femme. Et pour la première fois de sa vie, elle va demander à cette femme de la genrer au masculin. Et petit à petit, de l'appeler Nathan, et petit à petit, elle va initier ça avec ses amis, et jusqu'à faire son coming out à ses parents et leur dire « Papa, maman, je suis un homme trans, je ne veux plus m'appeler Lila, je m'appelle Nathan et je suis un homme. » Et on va avoir tout son parcours justement de transition, en passant par des rendez-vous psy, des opérations, des prises d'hormones, des disputes potentielles avec des proches, des gens qui ne comprennent pas, des gens qui essaient de comprendre. Et c'était génial. J'ai besoin de savoir quand même, par des personnes concernées, si vraiment le livre est bien fait, parce que je l'ai tellement aimé que je veux savoir s'il est mauvais ou non, au cas où. Évidemment, je sais que ça va beaucoup trop vite pour ce qu'est la réalité. J'ai envie que tout le monde puisse le lire. J'ai envie que tu le lises. Oui. Donc, ça sera acheté, et j'ai même pas envie de le rendre en fait. Mais je vais être obligée de le rendre quand même. Ah, pas le voler, Quand même. Mais franchement, j'ai vraiment envie de le découvrir aussi, ça a l'air très intéressant. Génial. Et les dessins, c'est beau, c'est pas de fioritures, c'est juste génial. Moi, ma BD préférée de ce mois-ci, c'était quand même un peu plus léger, puisqu'on est sur le premier tome de la BD Calamity Jane par Adeline Avril. Premier tome, La Fièvre. On y suit donc cette figure emblématique féminine Calamity Jane dans son enfance, puisqu'elle tient un ranch très jeune, puisque c'est l'aînée d'une fratrie, et en l'absence de son père, elle s'occupe un peu de tout le monde, des bêtes,
de sa petite sœur qui est malade et de la sécurité de son petit territoire puisque elle voit rôder pas très loin une jeune fille indienne et Calamity Jane elle est très méfiante jusqu'au jour où un peu au pied du mur cette jeune indienne va énormément l'aider. Je suis rentrée dans l'histoire dès la 3e page, honnêtement. Je trouve les dessins magnifiques, on est sur de la jeunesse mais c'est vraiment très joli. Et puis, je sais pas, j'avais envie d'avoir un peu une série de BD sur cette thématique, un peu Far West, très américain, et puis sur cette femme qu'on connaît tous quasiment de nom. Après, à voir si c'est vraiment fidèle à la réalité. À la fin, il y avait 1 ou 2 pages explicatives sur vraiment ce qu'on sait, ce dont on est sûr, et puis les trucs où voilà entre la spéculation, les on-dit et la réalité. On ne sait pas, mais franchement, pareil, j'ai adoré. Il y a le 2e tome qui est déjà sorti. Mais comme il y a pas mal d'années entre les sorties de tomes, je pense que je vais pas me précipiter. Mais c'est sûr que je vais l'acheter et que je suivrai les prochains tomes avec attention. C'était vraiment super chouette. Et on passe au roman. Comme le mois dernier, il y a 2 romans. Et déjà le premier, j'ai encore une fois pas envie de le rendre à la médiathèque. Voilà. On est sur Le Groupe de Jean-Philippe Blondel aux éditions Actes Sud, roman ado. Et mais qu'est-ce qu'il était bien. J'ai déjà lu 2 Jean-Philippe Blondel, Le Blog et Brise-Glace, il me semble. Et donc avec celui-ci, Le Groupe, c'est mon 3e. J'ai envie de tous les découvrir. Ici, on va y suivre un groupe d'écriture qui va regrouper des adolescents et des personnels encadrants d'un collège-lycée. Je sais plus s'ils sont au collège ou au lycée. Ces jeunes-là, je pense que ouais, ils ont entre 14 et 17 ans pour... J'ai quelque chose avec les romans chorales en ce moment. J'adore les romans chorales. Donc, un roman dans lequel vous avez plusieurs points de vue de personnages qui changent au fur et à mesure des chapitres. Et dans celui-ci, on va donc avoir un roman choral, mais avec des personnes vraiment très différentes au fur et à mesure. Et j'ai trouvé que la plume de Jean-Philippe Blondel était hyper bien maniée parce que c'est dur de faire un roman choral dans lequel on a vraiment des styles d'écriture différents pour chaque personnage. Ça, déjà, c'est une chose. Mais là, en plus, ce sont censés être des personnes en groupe d'écriture pour apprendre à écrire différemment et avec le même exercice, ils écrivent des choses qui sont complètement différentes en fonction de leur vécu, qui est imaginé, en fonction de l'âge du personnage, et c'était mais génial. C'est une centaine de pages, hein, cette collection-là, c'est pas des très grands romans, mais franchement, si je le trouve en occasion, mais je me le prends et je vais me prendre tous les Actes Sud Junior romans ados que je trouve sur mon passage, parce qu'en tout cas, ceux de Jean-Philippe Blondel, ils sont géniaux. En tout cas, pour les 3 que j'ai lus à ce jour. Et je peux pas trop vous expliquer le fond de l'histoire, parce que c'est vraiment des exercices d'écriture, donc vous dire quels sont les exercices d'écriture, ce serait pas très utile, mais rien que pour juste le principe d'avoir vraiment des perspectives et des textes écrits de différentes manières par le même auteur dans le même livre, ça vaut vraiment le détour. Et ensuite le 2e, le coup de cœur ultime, le number one. Et ils meurent tous les 2 à la fin, de Adam Silvera, encore une fois un roman choral. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai fait au sujet de ce livre parce que je rentre un peu plus dans le détail sur tout ça. Mais c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré ce livre. Pour pas trop vous en dire, le 2e, donc le premier des 2 qui meurt à la fin, sera lu au mois de juillet. Voilà, c'est annoncé. C'est annoncé. Je prends un peu d'avance au cas où, parce que j'ai un challenge de un roman par mois tout au long de l'année. Là, j'ai déjà dépassé le quota, je suis à plus de 6 romans depuis le début de l'année, mais on prend un peu d'avance, on sait jamais ce qui peut arriver. Sur ce, on espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ta meilleure et ta pire lecture du mois. On sait jamais, c'est toujours bon à apprendre pour pas se faire avoir. Et puis on te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.